Nous sommes le 31 janvier 2025, peuple d'Afrique, peuple du monde. Vous avez été nombreux sans doute à attendre l'émission avec Michael, intitulée Les mots de Michael. Et finalement, c'est le cas. Michael est là, malgré toutes les occupations possibles. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de parler de ce qui se passe entre la RD Congo et le Rwanda. Vous savez qu'il y a une guerre en cours, une guerre qui, ça fait déjà plusieurs décennies, une guerre qui a fait des millions de morts. Mais c'est une guerre souvent passée un peu sous silence. Et en fait, Michael, notre expert depuis la Russie, va essayer de nous aider à comprendre davantage quel est leur point de vue à partir de la Russie, parce qu'il y a de nombreux pays cités qui peuvent euh, aider la RD Congo à retrouver sa souveraineté. Beaucoup appellent la Russie à l'aide. Nous avons vu beaucoup de manifestations au Congo. Et nous avons avec nous Michael qui connaît bien les questions, les relations russo-africaines, qui suit très bien avec un œil attentif les relations internationales. Il est en direct avec nous depuis Moscou. Michael, recevez nos salutations depuis Bamako. Bonsoir, général. Bonsoir, cher peuple du Mali et d'Afrique. Merci beaucoup pour vos salutations. Comme toujours, c'est un grand plaisir de se retrouver en marge de cette émission. Oui, malheureusement, on a pris un délai pour faire l'émission suivante, mais de toute façon, comme toujours, je suis très satisfait d'y participer. Merci, Michael. Le public africain te salue chaleureusement. Ceci étant, Michael, depuis la Russie, comment voyez-vous cette guerre très meurtrière? Toutes les guerres sont meurtrières, mais cette guerre, elle est encore très meurtrière entre la RD Congo et le Rwanda. Et ça dure. Et malheureusement, on ne voit même pas le bout du tunnel. On ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Toutes ces guerres en cours, nous prions pour que toutes les guerres au monde puissent prendre fin, notamment la guerre que nous connaissons ici au niveau du Sahel. Mais la guerre du Congo, elle date de très longtemps aussi. Comment voyez-vous cette guerre à partir de la Russie? Euh, c'est vrai, c'est une guerre, c'est un désastre pour toutes les parties impliquées dans les hostilités, dans ce conflit, soit du côté congolais, soit euh, côté du Rwanda. Euh, Notre ministère des Affaires étrangères, en plusieurs reprises depuis l'intensification de ce conflit, a appelé à un cessez-le-feu, à terminer les hostilités et continuer les négociations pour une solution pacifique et politique de ce conflit, mais pas à travers une solution militaire. Malheureusement, c'est pas pour la première fois qu'on voit les hostilités se dérouler dans cette région. Ça se passe depuis longtemps. On peut monter dans l'histoire de ce conflit jusqu'à l'époque coloniale, quand les colonisateurs européens, surtout les Français et les Belges, ont placé la base de ce conflit. Et la base est cette désintégration entre le peuple des Hutsis et Tutsis. Euh, Nous le savons très bien que c'était à l'intérêt des administrations coloniales qu'on a créé
ces différends profonds entre ces deux peuples. Euh, et malheureusement, jusqu'au présent, euh, le monde entier, la communauté globale et les autorités locales n'ont pas pu trouver une solution à réintégrer ces peuples, à les aider à oublier le passé ou au moins apaiser les tensions entre ces deux peuples. On a vu le génocide des Tutsis, le 1994. Et c'est à ce moment où on trouve les racines, les raisons du conflit actuel, parce que le président actuel de Rwanda, Paul Kagame, a trouvé une solution à restaurer l'ordre au Rwanda, mais beaucoup des outils, des représentants de beaucoup de ceux qui ont effectué le génocide des Tutsis ont pu échapper à travers la frontière dans les régions d'ouest de RD Congo. Et c'est depuis ce moment qu'on voit plusieurs guerres, plusieurs groupements militaires se former ici à travers à la base de ceux qui ont échappé à la responsabilité du génocide des Tutsis. On a vu la première guerre congolaise, on a vu la deuxième guerre congolaise où ont participé les auteurs de ce génocide. Et ce sont eux qui ont formé en 2012 le groupement militaire qui s'appelle M23. Et malheureusement, jusqu'à présent, ils font ce qu'ils font. Ils portent l'attentat à l'intégralité territoriale de RD Congo. Il continue à gaspiller les ressources naturelles de ces régions et il continue à faire peur et faire déplacer les populations locales. C'est juste pour vous présenter l'histoire qui est derrière ce conflit qu'on voit se dérouler maintenant depuis fin décembre 2024 et aujourd'hui en fin janvier 2025. C'est ça que nous voyons depuis la Russie, c'est l'héritage du passé colonial de ces deux pays, de Rwanda et de RDC. Et c'est un héritage très, très sombre, malheureusement. Merci, Michael. C'est un tableau sombre. Vous êtes parti depuis l'époque coloniale, parce que nous condamnons d'abord la colonisation sous toutes ses formes. Depuis l'époque coloniale, avec ensuite les génocides dans les années 94 au Rwanda. Et vous avez parlé d'un mouvement, en tout cas, des populations autour, au niveau de la RD Congo, ce qui donne sans doute, ce qui, en tout cas, des discours officiels du Rwanda et des part et d'autres, aussi une raison peut-être pour s'attaquer à la RD Congo. Mais on pense aussi, Michael, que ce n'est pas la bonne esquisse, parce que c'est derrière. Ce n'est pas aussi la guerre des matières premières qui est livrée, parce que nous savons que la RD Congo a d'immenses ressources, beaucoup de matières premières, notamment le cobalt, le coltan, qui servent à fabriquer des batteries électriques, qui servent à fabriquer les écrans pour les téléphones portables et autres, le coltan notamment. Il y a d'autres ressources très stratégiques au niveau
de ces deux régions du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et c'est derrière une crise sociale qu'on met en avant entre Hutu, Tutsi, des Hutus qui se seraient établis en RD Congo, et puis il y a aussi les Tutsis, une partie, dans une partie d'ailleurs qu'on dit être des gens du M23. Or, quand on regarde le M23, généralement c'est des militaires rwandais, ougandais, autres. Mais est-ce derrière une crise qu'on n'est pas en train de miroiter une crise sociale, mais réellement il s'agit d'une crise des matières premières, il s'agit d'une guerre des matières premières, parce que pendant que la guerre est en cours, on continue d'exploiter les matières premières. C'est comme lorsqu'il y avait la guerre au Congo-Brazza. Ça chauffait à Brazza, mais en Pointe-Noire, on continuait de vendre le pétrole. Le total de la France continuait de faire ses affaires. Ce qui nous conduit d'ailleurs à la seconde question de cette émission. Si tel est le cas, pourquoi alors, si c'est reconnu qu'il y a une guerre, si c'est reconnu qu'il y a, comme l'ONU même avancé, qu'il y a des troupes rwandaises qui interviennent en territoire congolais. Alors, nous avons vu l'opération spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. La fameuse communauté internationale a appelé aux sanctions. Mais pourquoi, si c'est avéré qu'il y a des troupes rwandaises en RD Congo, la même communauté internationale ne sanctionne pas véritablement le Rwanda? C'est ce que nous, on ne comprend pas. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? C'est ce qu'on veut un peu comprendre. Merci. Effectivement, juste comme vous l'avez proposé dans votre dernière phrase, c'est exactement la politique de deux poids, deux mesures. Les autorités officielles de République démocratique du Congo ont officiellement affirmé que parmi les militants de M23, il y a des troupes, des instructeurs du côté de Rwanda. Ils ont rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Donc, ça veut dire qu'il doit être des preuves sérieuses qui démontrent l'influence de Rwanda dans les affaires domestiques de RD Congo. Si on parle des sanctions contre soit toutes parties du conflit, soit Rwanda, qui est vu comme l'agresseur dans ce contexte, nous devons très bien rendre compte du fait que Rwanda et les groupements militaires qui se trouvent à l'ouest de RD Congo exploitent illégalement les ressources naturelles du territoire qu'il occupe, pas pour produire des portables, des batteries en RDC ou au Rwanda. Ils sont exportés vers la France, vers les États-Unis, vers la Chine et vers d'autres producteurs globaux des haute technologie. Ce sont les Occidents, ce sont les joueurs de l'arène internationale qui exploitent soit des groupements militaires tels que 23, soit Rwanda et son gouvernement pour obtenir, pour se procurer un ressource naturelle très, très bon marché. On doit également penser aux ceux qui, toujours dans les régions touchées par la guerre. Oui. Michael, ceci étant, vous Il y avez... a beaucoup.
Oui, allez-y, Oui. on vous reçoit. Mhm. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup des populations civiles qui sont forcées à travailler dans les mines où on exploite les matières premières qui sont en effet des esclaves et des otages. Mais le but ultime, c'est d'obtenir des matières premières bon marché et ils vont, comme je viens de le dire, aux producteurs globaux, aux puissances occidentales. Et c'est ça la deuxième raison de cette guerre, c'est le présent qu'on appelle déjà néocolonial. Ce sont des intérêts des puissances mondiales. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'inquiétudes, beaucoup des préoccupations qui sont affirmées, qui sont présentées au niveau de l'ONU, au niveau d'autres plateformes internationales par les puissances occidentales telles que les États-Unis, qui a eu un entretien téléphonique avec le président de RD Congo. On a vu des déclarations de la France, de Grande-Bretagne, mais ils vont, bien sûr, ils doivent garder la bonne mine dans cette situation. Ils vont prononcer de belles paroles, mais en réalité, ils vont continuer à faire tout leur possible, y compris fournir la munition, des armements, des instructeurs, pour maintenir cet état de la guerre, cet état des hostilités, pour continuer à gaspiller les ressources naturelles de RD Congo. Et Oui, c'est mais pour ça que Rwanda ne va jamais être sanctionné, parce qu'ils font ce que les puissances occidentales veulent. Ils jouent dans leur intérêt. oui, oui, Michael, ceci étant, suivant votre analyse, effectivement, que nous partageons entièrement, les pays, les puissances impérialistes qui sont derrière le Rwanda, qui profitent de ces matières, de ces ressources bon marché, parce que c'est des ressources tirées en temps de guerre, dans des zones où les travailleurs sont presque pris en otage et qui ne peuvent rien faire. Et ils sont obligés de vendre ça à ceux qui tiennent les postes de sécurité là-bas. Et donc, les métiers de cette guerre profitent alors par ricochet à ces puissances. Et si la RD Congo qui n'a pas intérêt à ce que la guerre continue, parce que tant que les richesses là ne seront pas exploitées par l'État congolais n'aura pas suffisamment de ressources pour se développer. L'État congolais a tout intérêt à pacifier cela pour des raisons humanitaires, d'abord sauver son peuple, mais aussi pour des raisons économiques. Mais si tel est le cas, si aujourd'hui la RD Congo se tourne vers la Russie, vous en tant qu'analyste, nous savons que vous n'êtes pas un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de la Russie, mais si la RD Congo lance un appel à la Fédération de la Russie de l'aider militairement à recouvrer l'intégrité de son territoire et à stabiliser le pays, tel c'est le cas aujourd'hui avec les pays de l'AES. Aujourd'hui, le Mali contrôle entièrement l'ensemble de notre territoire. Le Burkina contrôle déjà plus de 70% de son territoire. Le Niger, c'est le cas aussi. Donc, c'est des pays qui avancent à grands pas. Mais est-ce que la Russie serait disposée, de votre point de vue, connaissant un peu la diplomatie russe, est-ce que vous êtes disposé à aider, par exemple, à voler au secours de la RD Congo si la demande est faite? Euh, pour vous donner une réponse, il faut donner également
le contexte des relations entre la Russie et la RD Congo qui existe aujourd'hui. On a signé un accord sur la coopération militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo. Cet accord prévoit la coopération dans plusieurs domaines militaires, y compris la formation des forces armées congolais. Donc, il existe déjà un cadre juridique pour aider ce pays. Moscou n'en gère jamais dans des conflits qu'on voit sur la planète, que ce soit le conflit au Moyen-Orient, avec la Syrie notamment, ou l'Afrique du Nord avec la Libye, ou avec l'Afrique subsaharienne, avec la Confédération Alliance des États du Sahel. Moscou n'en gère jamais dans ce sort de conflit sans un appel des autorités officielles dans tel ou tel pays. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler d'une telle aide militaire, que ce soit des troupes russes qui soient être envoyées en RDC pour stabiliser la situation, soit des instructeurs russes qui soient envoyés pour former l'armée congolaise, mais si les autorités officielles, le gouvernement officiel de RD Congo s'adresse au gouvernement russe, à notre président, M. Poutine, je crois qu'il y aura peut-être une réponse positive à cette demande, parce que, je me répète, il existe cet accord sur la coopération militaire entre nos deux pays, et il est tout à fait possible que la Russie répond par accepter et réaliser cette demande éventuelle de RD Congo. Mais pour le moment, on n'a pas reçu de telle demande depuis le gouvernement congolais. Merci, Michael. C'est un peu compris. Donc, il y a déjà un cadre légal qui est sur place, c'est-à-dire un accord de coopération militaire russo-congolais. Mais il reste à exploiter cela. Et ça, c'est à la portée, ça demande, ça relève des compétences aussi des autorités du Congo. Ce sont ces autorités qui doivent lancer un appel, sinon les risques ne viennent pas d'eux-mêmes. L'État russe étudiera la demande s'il y a une demande de l'État congolais. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ceci étant, mon cher Michael, vous avez suivi avec nous sans doute de ces manifestations, des manifestants en colère, le peuple congolais s'est vraiment mobilisé, de sorte qu'il y a eu certaines ambassades occidentales ont été attaquées. Nous condamnons de telles attaques, nous condamnons cela, mais comment avez-vous vu cela? Quelle est votre analyse sur le fait que des populations se déchaînent à tel point d'aller s'attaquer à ces ambassades? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Qu'est-ce que cela peut laisser entendre? Peut-être quelle est la souffrance ou bien du peuple qu'on peut lire de ça? Est-ce qu'on fait un lien dans ce cas entre ces
ces Occidentaux et puis la guerre qui se passe en RD Congo? Quels sont les liens directs que le peuple a essayé d'établir? C'est quoi un pays? Quelle est votre analyse là-dessus? Euh, le peuple africain n'est pas bête, il n'est pas dupe, que ce soit le cas des pays sahéliens, que ce soit la situation en RD Congo, le peuple ordinaire, il comprend très bien ce qui se passe. L'attaque des manifestants contre les ambassades de la France, de la Belgique, de Rwanda, d'Ouganda à Kinshasa, démontre très bien que les citoyens congolais comprennent qui sont à l'origine de cette situation, qui sont accusés, blâmés dans cette situation de guerre. Ce sont les puissances occidentales et ces proxys dans la région d'Afrique d'Ouest. Et c'est pour ça, à mon avis, que les citoyens, les habitants de Kinshasa ont coordonné des manifestations devant l'ambassade des États-Unis et ont attaqué les ambassades d'autres pays. Bien sûr, ce n'est pas un moyen à adresser cette guerre, ces hostilités, ça ne va pas conduire, ça ne va conduire à rien, cette attaque contre des ambassades à Kinshasa, mais comme ça, le peuple congolais donne à comprendre qu'il connaît très bien qui sont accusés dans cette situation. Ok. Et pour une des rares fois, nous n'avons pas entendu ces mêmes occidentaux dire appeler à la manipulation russe quand c'était le cas avec les pays d'Israël. D'abord, le Mali, ils ont dit ah, les Russes, ce sont les Russes qui les manipulent. Avec le Burkina, même discours. Avec le Niger, même discours. Cette fois-ci, avec le Congo, j'ai finalement continué avec le même discours. Ils vont se faire ridiculiser, même s'ils ils sont déjà fait ridiculiser. Euh, donc, c'est juste dire que le peuple africain dans son ensemble est très mature. Et vous avez bien fait d'ailleurs de préciser cela. Ceci étant, jusqu'à présent, votre média Africa Initiative n'a pas mis pied au Congo pour couvrir de très près, comme c'est le cas, vous êtes déjà ici au Sahel. Est-ce que vous envisagez dans les jours à venir être beaucoup plus proche de l'actualité au niveau du Congo pour informer aussi l'opinion russe, pour que l'opinion russe sache réellement ce qui est en train de se passer en Afrique? Est-ce c'est dans votre programme d'être aussi présent au niveau de l'Afrique centrale, précisément au Congo? Il s'agit d'African Initiative. Nous suivons déjà de très près la situation en RD Congo, comment elle évolue, comment elle se développe. Nous sommes en contact avec plusieurs experts, journalistes sur place en RD Congo. Si quelques spectateurs lisent la version française de notre site ou de notre Telegram ou Facebook, ils peuvent voir des articles que nous avons très vite préparés qui décortiquent la situation
en RD Congo et qui donne les dernières actualités sur ce qui se passe là-bas. Nous avons plusieurs strangers, les journalistes locaux qui travaillent avec nous pour nous fournir des actualités les plus récentes. Pour le moment, nous avons 6 bureaux en Afrique. L'un qui se situe au Togo a été ouvert juste récemment, en décembre de l'année passée. Donc, nous envisageons d'ouvrir un nouveau bureau des correspondants en Afrique. Comme je viens de le dire, il a passé 1 mois et demi après l'ouverture de dernier bureau en Afrique, au Togo. Dans le futur, bien sûr, nous envisageons d'ouvrir des bureaux dans d'autres pays, y compris la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, nous utilisons nos connexions avec les experts et les journalistes locaux pour donner à nos lecteurs les actualités les plus pertinentes pour donner à nos lecteurs l'image compréhensive et détaillée de la situation en RDC. Merci, Michael. Et bonne chance, bon courage à Africa Initiative. Nous terminons et nous avons besoin de votre réponse sur cette incohérence des médias, en tout cas mainstream, des médias d'influence, des médias propagande. Ils appellent quand des conseils militaires russes, des militaires russes, tous les volontaires russes qui veulent aider militairement les pays africains à se libérer sont traités de tous les noms d'oiseaux, notamment des mercenaires. Mais sauf que cette fois-ci, on a vu une équipe de mercenaires roumains. Il y a des Roumains qui opèrent aussi en RD Congo et d'ailleurs qui n'ont pas hésité à trahir les Congolais pour se retrouver du côté de la frontière rwandaise. Mais les mêmes médias occidentaux ne les appellent pas cette fois-ci des mercenaires, mais ils les appellent des paramilitaires. Quelle est votre grille de lecture sur ces jeux de mots, cette incohérence? Vous avez 1 minute, Michael. Là, on revient à la politique préférée et chère de l'Occident, qu'on a déjà mentionné aujourd'hui au cours de notre émission. C'est la politique, c'est la stratégie de deux poids, deux mesures. Quand ce sont les Russes et les troupes des instructeurs de l'armée russe, et je veux souligner ça, de l'armée russe étatique, officielle, qui viennent aider des pays africains des tueurs, quand ce sont des mercenaires qui ne cachent pas leur origine, telles que des compagnies militaires privées de Roumanie, de France, des États-Unis. En France, par exemple, je crois que tout le monde le connaît très bien, mais juste pour le rappeler, la France a la Légion étrangère. C'est un groupement militaire qui est à l'État français et qui assure la présence militaire et préserve les intérêts français en Afrique et dans d'autres pays du monde.
Mais ce sont en effet des mercenaires. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est de la démocratie. Ça, c'est de l'aide militaire aux pauvres pays africains qui ne savent pas se protéger. Malheureusement, c'est ça la réalité qui est forcée à nous, que ce soit russe, que ce soit peuple africain. C'est cette réalité qui est nous proposée comme la seule euh, vérité par les médias occidentaux. Je ne peux proposer qu'intensifier les efforts, qu'unir les forces des médias du monde multipolaire, du monde libre, tels que notre média africain Initiative ou tel que votre Gandhi Malien TV, pour contrer ces diffamations, ce dénigrement et corruption de la réalité objective par les médias occidentaux. Merci. Merci, Michael. Vous avez été nombreux à nous suivre sur Gandhi Malien TV. Nous étions en direct avec notre collègue, notre confrère Michael, qui est expert en analyse des questions géopolitiques, notamment des questions impliquant la Fédération de la Russie. Michael recevait nos salutations. Le thème d'aujourd'hui, c'était sur la RD Congo. Donc, je pense bientôt Michael va aussi apprendre à parler de Lingala. Michael, nous vous disons Mbote Nayo et puis Mbote Nabino Nyoso. Donc, nous saluons tous les Congolais. Une façon de les saluer, Mbote Nabino Nyoso, ça veut dire salut à vous tous. Merci et à un prochain numéro, le vendredi prochain, avec, toujours dans l'émission Les mots de Michael. Ça serait sur Gandhi Malien TV. Merci, portez-vous chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui passe. Merci beaucoup. Merci.